1923. Un vent de folie souffle dans les rues de Paris. La jeunesse veut oublier la guerre et n'aspire qu'à faire la fête. Insolente, à l'avant-garde, les années folles sont les années de toutes les transgressions. Les corps se libèrent, la sexualité aussi. Pilou est un jeune homme de 19 ans. Il rêve de lumière, de strass et de paillettes. Il vit à Avallon, une petite ville de l'Yonne. Et il le sait, un jour, il ira à Paris vivre pleinement son désir pour les hommes. Ces albums de photos sont un document rare sur la vie d'un jeune homosexuel durant la période des années folles. Il raconte cette parenthèse enchantée, bientôt menacée par la montée des extrémismes en Europe. Petit, je faisais déjà une vie à ma mère pour porter des robes. Adolescent, j'amusais tout le monde lorsque j'imitais les filles. Un jour, je suis même arrivé en jupe dans la cour des garçons. Que ce soit à l'école, à l'église ou à l'armée, on me trouve toujours différent, un peu à part. Je ne fais jamais rien de mal, mais toujours tout de travers. Moi, je me dis qu'il doit bien exister quelque part, ailleurs, des garçons qui me ressemblent. J'ai toujours aimé qu'on me remarque, qu'on me regarde, qu'on me prenne en photo. Je suis fils unique. Unique en mon genre, dit papa. Je suis Pilou, leur Pilou. J'ai de la chance. Je vis dans une famille qui se fiche des conventions et des qu'en dira-t-on. Papa est menuisier et maman cuisinière. J'ai jamais manqué de rien. Je suis au centre de tout. Des photos et de leur affection. Il paraît que je tiens ça de ma grand-mère. Mamie Aline est la femme la plus drôle et imprévisible que je connaisse. Elle s'amuse de ma fantaisie et accepte de jouer pour moi tous les rôles. Elle cède à tous mes caprices. Elle a eu son heure de gloire et elle en parle encore. Du temps où elle chantait dans les cabarets, du temps où tous les hommes étaient à ses pieds. C'est sûrement la personne qui compte le plus à mes yeux. C'est elle qui m'a transmis le goût de la musique. Je suis pas très doué au piano, mais qu'importe les fausses notes. Ce que j'aime, c'est me laisser porter par mes émotions. Mon cousin Étienne vient de s'installer avec nous à la maison. Il a 23 ans. Il est fils unique comme moi. Égocentrique comme je suis, je dois avouer que l'idée ne m'a pas plu d'emblée. Mais mamie a insisté. Étienne vient de perdre sa mère. Il porte le deuil. Il sourit devant l'appareil, mais je le sais. Il est ravagé par le chagrin. Il passe des heures enfermé dans sa chambre. Un jour, je l'ai même entendu pleurer. Ce matin, je l'ai traîné de force pour une balade, histoire de lui changer les idées. Je me suis lancé dans un long discours, un peu ridicule, sur la vie qui passe comme un éclair, sur la mort qui ne doit jamais nous empêcher de vivre. Et il aura suffi d'un été pour qu'Étienne et moi en deviennent inséparables. J'en rêvais depuis toujours. C'est Étienne qui m'a convaincu qu'il fallait que je me lance. J'ai rejoint la troupe de théâtre d'Avallon. On répète tous les samedis, et une fois par mois, à la salle municipale, toute la ville se presse pour nous applaudir.
On s'appelle la tomate. Et c'est moi là, au centre de la photo. On joue du William Shakespeare, des vaudevilles. Et quelle que soit la pièce, je m'arrange toujours pour avoir les rôles de femme. Je me retrouve en jeune fille en fleurs, en épouse trompée, en marquise ou en mère éplorée. Je vis sur scène ce que je rêverais de faire dans la vie. M'habiller en femme sans que personne n'y trouve rien à redire. Durant les années d'après-guerre, la jeunesse veut bousculer les codes, quitte à transgresser tous les interdits. Les femmes qui ont tenu le pays durant le conflit se rêvent libres et indépendantes. Elles adoptent un style à la garçonne. Elles boivent, fument et draguent aux terrasses des cafés. La morale sexuelle se fait plus élastique. Chacun veut assumer ses désirs et vivre ses amours comme bon lui semble. « 1926. La tomate, c'est fini. Quoi qu'en dise Étienne, j'avais pas beaucoup de talent. On jouait toujours la même chose. Le public a fini par se lasser. Étienne a ouvert un garage à Avallon. On est toujours aussi proches l'un de l'autre. Moi, je travaille maintenant à la poste. Étriqué dans un costume la semaine, je me travestis le week-end, dans l'intimité. Je fouille dans les affaires de mamie et tout y passe. Un rouge à lèvres, des bas, une jupe. Je suis mi-homme, mi-femme. Ni homme ni femme. Et j'aime ça. À la maison, je fais rire tout le monde. Mais en réalité, me travestir n'est pas un amusement. Je ne veux pas jouer à la femme. Je veux seulement être un homme qui s'habille en femme. Étienne a accepté une seule fois, d'enlever sa combinaison de garagiste pour lui aussi enfiler une robe. Peut-être pour me faire plaisir, peut-être parce que j'ai insisté. Et malgré tous nos efforts, on n'a pas trouvé d'escarpin à notre taille. La réalité, c'est qu'ici, à Avallon, je commence un peu à me sentir seul. Lui, c'est Gustavo, un ami de la famille. Quand il débarque à Avallon, c'est toujours une fête. Lui aussi, il a un petit grain de folie. Je l'adore. Gustavo a tout de suite su que j'étais comme lui, un homme qui aime les hommes. Il est italien et porte le costume comme personne. Il travaille dans une maison de couture à Paris. Je me suis laissé pousser la moustache et j'ai maintenant les cheveux gominés, comme lui. Gustavo veut me faire découvrir Paris. À moi, le petit gars d'Avallon. Fallait me voir en costume, des étoiles plein les yeux. Étienne m'a prêté sa plus belle voiture. Je file à toute allure vers la capitale. Gustavo m'invite ce soir à voir le spectacle du fameux Barbette. Barbette est l'un des transformistes les plus célèbres des années 20. Il est américain et il est avant tout un talentueux trapéziste. Ses spectacles l'ont rendu célèbre partout en Europe. À cette époque, les cabarets de travestis se multiplient à Paris, à Londres et à Berlin. La clientèle y vient en tenue. Le travestissement reste le moyen pour de nombreux homosexuels de garder leur anonymat. À 2 pas de la Tour Eiffel, le bal de la mi-carême du Magic City offre une fois par an un espace de liberté à celles qu'on surnomme les honteuses. Cette nuit-là, travestis et homosexuels, tous se retrouvent sur la piste de danse pour une nuit de folie.
1927, ça y est. J'y suis. Paris est à moi. Je travaille maintenant à la poste du 9e. Gustavo m'a trouvé un petit 2 pièces au 5e étage, à 2 pas de mon travail. Étienne était là quand j'ai emménagé. Il était heureux pour moi. Une nouvelle vie s'offre à moi et j'ai le trac. Un peu comme ma première au théâtre d'Avalon. Je me balade dans les rues de Paris. Dans la foule, personne ne me remarque. Personne ne me regarde. Et pour la première fois de ma vie, je rencontre des hommes comme moi. Il m'arrive encore parfois de me travestir. Ici, à Paris, j'ose même sortir dans la rue. Je brave les regards, m'installe à un café, et puis je rentre. Étienne vient souvent me rendre visite. Je le présente comme mon frère. Il se mêle à tous les garçons, sans rien dire, sans juger. Je réalise que tous n'ont pas cette chance d'avoir une famille qui les accepte comme ils sont. Mon petit 2 pièces est devenu leur refuge. C'est arrivé comme ça. Je suis tombé amoureux. Il s'appelle Paul et j'ai su au premier regard que ce serait une belle histoire. Il est fleuriste, il aime les belles choses. On vit reclus dans mon appartement. On se suffit à nous-mêmes. On peut rester enfermé des jours entiers. De quoi parfois nous rendre un peu ma boule. J'aimerais bien le tenir par la main, l'embrasser dans la rue comme n'importe quel couple. Mais on sait qu'il faut rester discret. À cette époque, aucune loi ne criminalise l'homosexualité en France. Pour autant, la police traque et fiche les hommes amoureux pour outrage aux bonnes mœurs. Un décret interdit également à 2 hommes de danser ensemble. Et se faire surprendre entraîne arrestation et amende. Pour le monde médical, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale, qu'on espère soigner en hôpital psychiatrique, sous hypnose, avec des vomitifs, ou parfois même par des électrochocs. À vivre caché, l'amour étouffe. Paul m'a quitté. Je suis triste et en colère. Il faut que je change d'air. Je veux retrouver ma famille. Mamie, Étienne, mes parents, Avalon. Même le curé me manque. À la maison, rien ne change. Étienne est toujours mon confident et mamie fait toujours de sa vie un spectacle permanent. J'ai envie de faire le fou, de retrouver un bout de mon enfance. Je suis le petit Parisien qui revient au pays. Je réalise que ma venue est vécue comme un événement. Mamie voulait faire un pique-nique. Ça l'a pris comme ça ce matin. On a fait ce qu'elle a dit. Comme d'habitude, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps à la maison. On l'a installée près de la rivière, à l'ombre, sous les branches. Il faisait chaud. Et là, on s'est enivré toute la journée. Mamie s'est mise à chanter. J'aurais donné n'importe quoi pour que cette journée dure une éternité.
Je veux oublier Paul. À la fin de la journée, je ne tenais plus debout. Mamie non plus. « 1933. L'Allemagne nazie entend purifier la race aryenne. Les Juifs, les Noirs et les Tziganes sont pourchassés. Mais aussi tous ceux qui menaceraient l'avenir de la race, à commencer par les homosexuels. Le médecin Magnus Hirschfeld, qui lutte contre la persécution des homosexuels à travers l'Europe, se sent menacé et doit s'exiler en France. Son film réalisé en 1919, le premier de l'histoire gay, dénonce un corps médical acharné à vouloir guérir ces hommes et ces femmes qu'on appelle les invertis. Prémonitoire. Sous l'Allemagne nazie, des homosexuels sont envoyés dans des camps de concentration. Ils sont soumis à des expériences médicales. On leur injecte des hormones. On leur propose également la castration dite volontaire comme condition de libération. À partir de 1937, ils sont signalés par un triangle rose cousu sur leurs vêtements. 1936. Je viens d'avoir 35 ans. La fête est finie. Le Paris de ma jeunesse n'existe plus. Le préfet de police multiplie les descentes dans les lieux où j'ai mes habitudes. Je me suis retrouvé au poste la semaine dernière. Et je suis maintenant fiché. Cet hiver, on a fêté Noël à la maison comme d'habitude. Gustavo a fabriqué des chapeaux et moi j'ai fait l'idiot pour pas changer. Tout le monde a bien vu que mamie était fatiguée. Elle n'a pas voulu boire. Elle n'a pas chanté comme elle le fait chaque année. Quelques semaines plus tard, maman l'a trouvée morte dans son lit. On a tous pleuré. Moi plus que les autres. J'ai toujours fait tout plus que les autres. Étienne a motivé tout le monde pour qu'on célèbre sa mémoire, comme elle aurait aimé. On s'est mis sur notre 31, on s'est serré dans la voiture, et on est parti à la mer, écouter de la vieille musique, celle que mamie aimait. On a cueilli des fleurs et on les a achetées à la mer dans les vagues. Elle aurait adoré. Quelque chose s'est brisé avec la mort de mamie. Je m'isole. Je me rappelle le chagrin d'Étienne à la mort de sa mère. Il me répète ce que je lui avais dit, que la vie est un combat et qu'il faut apprendre à résister. Alors quand Gustavo m'a demandé de le suivre en Italie, pour quelques semaines de vacances, je n'ai pas hésité longtemps. J'ai fait ma valise, et hop, on est parti. Pour de nombreux hommes, l'Italie représente un paradis perdu, un espace imaginaire, libre, baigné par une culture homosexuelle antique. Les homosexuels y sont tolérés et l'arrivée au pouvoir des fascistes en 1922 ne change rien à leur sort dans le pays. Pour Mussolini, les Italiens sont bien trop virils pour être homosexuels. Gustavo ne tient pas en place. Il retrouve le pays de son enfance, un pays qu'il connaît finalement à peine. Je le suis à Venise, Pise, Rome, on va même jusqu'à Palerme. Toutes mes économies y passent, mais qu'importe. Le bonheur, ça n'a pas de prix. Gustavo peut passer des heures devant les sculptures de la Renaissance.
Il ne cesse de parler de ses artistes, inspirés par l'Antiquité, de la perfection de ses corps nus. Je crois qu'il voit dans ses statues son double idéal, magnifié. Gustavo a toujours été un peu narcissique. Mais moi, je rêve juste de voir ses corps en chair et en os. Et en Italie, c'est pas ce qui manque les beaux garçons. Au bord de l'eau, tout le monde vit en maillot. Et cachés derrière les rochers, les hommes se retrouvent à l'abri des regards. On vit au jour le jour, sans penser à demain. Gustavo m'a annoncé qu'il ne rentrera pas à Paris. Je m'inquiète. En Italie aussi, les choses commencent à changer. 1938. Sous la pression nazie, Mussolini promulgue des décrets anti-homosexuels. Considérés comme des criminels politiques, ceux qui se font prendre sont maintenant fichés et emprisonnés. Et pour faire cesser cette propagation, certains sont exilés sur l'archipel des îles Trémiti en Adriatique. Des hommes vivent là entre eux, sous la garde de policiers, jour et nuit. « 1942. À Paris, je croise des Allemands partout. Nos mœurs libérées et relâchées auraient mis en danger la famille, la patrie. C'est ce que dit le maréchal Pétain. L'homosexualité est maintenant pénalisée. Je rase les murs. Je vis dans la peur d'une délation. J'ai été réquisitionné pour travailler à la poste du Louvre. J'ai bientôt 41 ans. Je trie le courrier toute la journée, m'efforce de ne penser à rien. Étienne, lui, vient de rejoindre un groupe de résistants à Avallon. Avec l'abbé Ferrand, il recueille des pilotes alliés et avec les voitures de son garage, il organise leur évacuation. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas se mêler de tout ça, de rester tranquille. Mais Étienne m'a répondu que c'était moi qui lui a appris que la vie est un combat et que la liberté, ça se gagne. Je ne dors plus beaucoup la nuit, mais je suis fier de lui. Durant la période du Troisième Reich, entre 1933 et 1945, plus de 100 000 hommes ont été fichés en Allemagne en raison de leur homosexualité. Environ 10 000 d'entre eux ont été envoyés dans les camps de concentration. La majorité n'a jamais obtenu le statut de victime du nazisme. Après la guerre, Étienne s'est marié et a eu des enfants. À Avallon, personne n'a oublié son rôle dans la résistance. Je me suis attaché à son fils comme s'il avait été le mien. J'ai rangé toutes les photos de ma jeunesse dans une boîte et mes vêtements de femme dans une malle. Il y avait bien quelques amis à venir me voir pour me rappeler le garçon que j'avais été. Mais quand j'ai quitté la poste, je me suis installé avec maman à Avallon. Je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin. Et je suis resté seul. Il a fallu que j'attende 1982, un an après la victoire de François Mitterrand, pour ne plus être fiché pour mon homosexualité.